Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Plan Blanc Santé. On rappelle, Plan Blanc Santé, c'est un média citoyen qui a pour vocation de mettre en avant les professionnels de santé, les acteurs territoriaux. Et aujourd'hui, on accueille Monsieur Herman Bongo. Bonjour Monsieur Bongo, Bonjour Elie, comment allez-vous? très bien. Ça nous fait énormément plaisir de nous accueillir sur Plan Blanc Santé. Est-ce que vous pouvez commencer par vous présenter? Écoutez, tout d'abord, tout le plaisir est pour moi. Herman Bongo, j'ai 41 ans, je suis originaire de la République centrafricaine. Je suis né en Afrique, arrivé en territoire français à l'âge de 10 ans, il y a maintenant 30 ans à présent. J'ai vécu pendant une dizaine d'années en Basse-Normandie, du côté de Caen avec mes parents. Et une fois le bac en poche, j'ai arpenté la France, je pourrais dire, où je suis allé faire mes études en Picardie, études de soins infirmiers et un peu de langue transitoirement. Et une fois le diplôme obtenu, je suis venu en région parisienne, où j'ai travaillé pendant 2 ans à la Pitié-Salpêtrière en secteur de réanimation, la D'accord. réanimation Husson-Moyer. Et ensuite, par le hasard des rencontres, je suis arrivé sur la commune d'Évry-Courcouronnes, où j'exerce comme infirmier libéral depuis 2010 à présent, soit 15 ans, et le temps passe extrêmement vite quand je vous raconte ça comme ça. Et effectivement, le temps passe très vite, 15 ans c'est beaucoup, C'est beaucoup. c'est énorme. Euh, alors, Monsieur Bongo, vous avez euh, pas mal de choses à nous dire, tant sur le plan social que sur le plan sanitaire. On aimerait avoir votre expertise là-dessus euh, et on aimerait profiter de votre présence justement pour faire passer un message aux jeunes, à tous les jeunes qui souhaitent se lancer dans la formation en soins infirmiers ou alors travailler dans la santé en général. Mais il y a aussi un aspect social qui fait que, bon, aujourd'hui, sur une population d'Évry-Courcouronnes, là où vous travaillez aujourd'hui, il y a énormément de jeunes qui ont besoin, je pense, d'avoir vos informations, avoir votre message pour pouvoir euh, se trouver peut-être eux-mêmes. Et donc, je pense que ce que vous allez dire va énormément nous apporter. Euh, Quand on vous écoute, on écoute votre parcours, on sent une idée forte de dépassement de soi et de recherche de repères. D'où vous vient cette dynamique personnelle? Écoutez, je dirais que c'est peut-être très lié à mon histoire de vie. Comme je vous le disais en préambule, je ne suis pas né en France. Je suis né en République centrafricaine et je suis arrivé sur le territoire français à l'âge de 10 ans. C'est-à-dire que j'ai connu toute une première partie de vie où je me suis acculturé d'un certain territoire, et l'arrivée en territoire français est un peu vécue comme une forme de déracinement profond pour un enfant. Parce que l'environnement géographique est bouleversé, l'ensemble de la famille qu'on avait l'habitude de côtoyer, les amis tout d'un coup ne sont plus, ils sont remplacés. L'approche de la langue, ma langue natale est le sango, et à l'arrivée en France, effectivement, c'est le français que l'on manipule, avec l'ensemble des codes culturels liés au langage, qui font que nécessairement ce qu'il y a en soi est parfaitement bouleversé. Et donc, pour tout jeune qui est dans cette situation, il y a une nécessité toujours parfaite de se réinventer au quotidien. Et je pense qu'il y a quelque chose de très lié à cette histoire dans mon parcours quotidien, parce qu'aussi longtemps que je me rappelle, où que je sois passé, il y a toujours eu cette tendance à toujours aller chercher un peu plus loin, à me dépasser et à ne pas rechercher simplement quelque chose qui est établi, et aller toujours de l'avant. Et je pense que mon parcours, quelque part, s'inscrit en ce sens, comme je le disais tout à l'heure. Arrivé sur la commune d'Évry-Courcouronnes, j'ai posé ma bagage, entre guillemets, en tant qu'infirmier libéral, dans un cabinet où nous étions 4 collègues infirmiers. Et c'était super parce que, provenant en fait du secteur hospitalier, je découvrais tout d'un coup ce que c'était l'environnement du libéral. En premier lieu, dans le rapport au patient, il y a une relation très directe, très duale, sans le cadre qu'il peut y avoir dans le cadre d'un service hospitalier, où l'infirmier, avec tout ce qu'il comporte en tant que personne, vient rencontrer la personne soignée dans son environnement, dans sa maison, et ça dit quelque chose par rapport au rapport soignant-soigné. Et ensuite, derrière la profession d'infirmier libéral, il y a toute cette notion
de gestion d'entreprise, de construction de son activité et ensuite d'enracinement de son activité dans un environnement qui était méconnu à l'époque et j'ai eu à arpenter. Pourquoi est-ce que je l'ai arpenté? Notamment parce que je l'ai découvert très rapidement. L'activité de l'infirmier libéral sur un territoire comme celui d'Évry-Courcouronnes n'est pas simplement liée à des actes de simple. L'infirmier n'accompagne pas simplement un patient pour des soins aigus et simples. Très rapidement, j'ai eu à prendre en charge des patients dans des situations de pathologie graves, évolutives, complexes et pour lesquels il y a une nécessité derrière de cette fameuse coordination autour du patient. Et donc très rapidement, j'ai été conduit à aller rencontrer l'ensemble des acteurs qui concourent finalement au fameux parcours de santé du patient que j'ai appris à découvrir sur l'instant et avec lesquels je me suis maillé. Donc très rapidement, j'ai intégré des conseils d'administration dans celui de l'association SPES qui est aujourd'hui porteur du DAC Sud-Essonne et également de l'équipe territoriale soins palliatifs Essonne-Sud. Je suis également vice-président du CLIC Cœur-Essonne, qui agit sur le territoire d'Évry-Courcouronnes et au-delà, porté par le conseil départemental. Mais également à la faveur, bien évidemment, des besoins qu'il y avait sur le territoire et des évolutions réglementaires. Très tôt, je me suis érigé, on va dire, en lien avec l'ensemble de mes collègues pour porter le projet de la création d'une maison de santé pluriprofessionnelle sur la commune d'Évry. Et quand je vous raconte ça, nous étions à l'époque en 2013-2014. Il faut savoir que les modalités d'activité en maison de santé pluriprofessionnelle étaient très peu connues parce que la culture naturelle des professionnels libéraux était l'exercice en indépendance et le principe des maisons de santé était encore quelque chose de novateur. Et donc, pour pouvoir le porter, il fallait aller à la rencontre des professionnels de santé de la ville, tenter de les convaincre de ce qu'une évolution culturelle d'activité pouvait être bénéfique, ne serait-ce que déjà pour amortir la baisse du nombre de professionnels de santé tout simplement sur le territoire, parce qu'on a affaire, comme partout, à une désertification médicale liée au départ, mais également parce qu'on est sur un territoire avec des besoins extrêmement importants, et donc il y avait une nécessité de pouvoir se coordonner. Et donc j'ai été porteur de projet pour une maison de santé pluriprofessionnelle pendant pas mal de temps, qui a vu le jour en 2018 et donc aujourd'hui je suis coordonnateur gérant de la maison de santé Pierre et Marie Curie qui est à ce jour composée de 3 pôles qui ont ouvert successivement en 2018, 2020 et 2023 qui regroupent actuellement environ une trentaine de professionnels de santé, donc environ 13 médecins. Et je suis également président de la communauté professionnelle territoriale de santé, CPTS Centre-Essonne. Nous aurons également l'occasion d'y revenir et qui couvre les territoires d'Évry-Courcouronnes, de Ris-Orangis, Lys, Bondoufle et Grigny, entre Alors, autres activités. est-ce qu'aujourd'hui, grâce à votre profession et à ce que vous faites sur le territoire, vous avez le sentiment d'être utile pour la population? Naturellement, oui. Déjà en tant que soignant, et être soignant n'est pas quelque chose d'anodin. Les soignants sont des personnes qui décident de vouer leur activité professionnelle et à minima parfois leur existence au bien-être de leurs proches sur le territoire ou de leurs prochains, entre guillemets, si on peut le dire ainsi. Et donc ça, c'est déjà quelque chose qui est suffisant pour donner un sens quelque part au vécu au quotidien. Et ensuite, je l'ai toujours dit, quelle que soit l'échelle auquel on intervient dans le parcours de santé, que ce soit depuis l'organisation et la coordination des soins à l'intérieur d'une maison de santé ou par le biais d'une communauté professionnelle territoriale de santé, on intervient quelque part en faire en sorte qu'une population se fasse soigner dans les meilleures conditions sur un territoire et je considère que de près ou de loin, tout ceci concourt parfaitement aux soins. Et comment justement vous est venue l'idée de vous orienter vers le libéral? Parce que tout part du fait que, enfin, tout part du fait que vous êtes devenu infirmier libéral, et c'est à partir de ce moment-là que tout découle. Oui. Qu'est-ce qui a fait, qu'est-ce qui vous a fait tilt lorsque vous étiez infirmier à l'hôpital? Vous vous dites, je vais euh, laisser mon poste d'infirmier dans le milieu hospitalier pour me lancer pleinement dans le libéral. Parce que finalement, c'est cette décision qui fait que vous en êtes là aujourd'hui. Figurez-vous qu'il y a parfois des bifurcations qui apparaissent pour moi un peu comme le destin. Je m'orientais à l'époque, en travaillant en secteur de réanimation, plutôt évoluer vers une spécialisation hyper technique. En tant qu'infirmier
anesthésiste, notamment afin de pouvoir travailler avec le SMUR, et pourquoi pas au bloc opératoire, mais principalement les sorties avec le SMUR étaient ce qui m'intéressait le plus. Donc ça n'avait rien à voir avec le Ça n'avait libéral et le strictement territoire, etc. rien à voir D'accord. avec ça. J'avais fait l'ensemble des démarches pour pouvoir obtenir un poste au Réveil de Gaston Cordier à la Pitié-Salpêtrière pour ensuite pouvoir passer le concours. Et par le hasard des missions de remplacement que je faisais à l'époque dans le secteur de la PHP, j'ai rencontré un soir un collègue qui m'a parlé effectivement du principe du libéral, qui n'est absolument pas du tout mon projet premier, en m'indiquant que sur la commune d'Évry-Courcouronnes, il avait des amis qui tenaient un cabinet et qu'on pourrait à deux, pourquoi pas, les rejoindre si tel était mon souhait. Il faut dire qu'à l'époque, d'une part, j'avais une méconnaissance totale de ce qu'était que le métier de l'infirmier libéral. J'en avais une représentation très légère, mais je pense comme beaucoup. Et ensuite, je n'étais vraiment pas intéressé du tout. Et puis un jour, avec le temps un peu devant moi, je me suis dit pourquoi pas aller attiser ma curiosité et aller rendre visite à ses collègues sur site. Et quand je suis allé les voir, j'ai été assez intéressé par l'ensemble des éléments que j'ai pu vous citer tout à l'heure. Déjà, ce rapport très direct entre l'infirmier et la personne soignée à l'intérieur de son domicile et de son environnement. Et ensuite, cet aspect d'indépendance dans l'activité professionnelle liée à une activité presque un peu entrepreneuriale qui permet de pouvoir déployer à la fois ce que l'on a de soi à l'intérieur de son activité et que j'ai jugé extrêmement intéressant. Et donc, j'ai fait le choix avec beaucoup de réflexion derrière d'abandonner mon projet professionnel premier et de me lancer un peu dans le vide. Et c'était véritablement ce à quoi ça s'apparentait à l'époque et je ne l'ai absolument pas du tout regretté. Et à ce moment-là, vous découvrez la prise en charge en dehors de l'hôpital. Et est-ce que ça vous permet de mieux appréhender la santé, de mieux comprendre le système de santé, de mieux comprendre ce que signifie finalement prendre en charge? Évidemment, évidemment, parce qu'il faut savoir qu'à l'hôpital, je le dis souvent, nous sommes tous des maillons ou des strates d'un édifice beaucoup plus global, dont le fonctionnement global échappe beaucoup aux soignants et à plus forte raison les infirmiers quand ils sont au sein d'un service. Et qui plus est, nous sommes à l'intérieur d'une structure ou d'un édifice et la personne soignée rentre à l'intérieur, pénètre à l'intérieur, euh, s'adapte quelque part aux règles établies à l'intérieur du service, quelque part est dépossédé d'une forme d'identité primaire de ce qu'il est et qu'il récupère lorsqu'il quitte le secteur de l'hôpital. Lorsque l'on est en ville, la situation est radicalement différente. L'infirmier vient avec ce qu'il est pour pouvoir prodiguer du soin à une personne soignée dans son environnement. Quelque part, on franchit, on passe derrière l'envers du décor parce que la simple relation de soins apportée à l'usager n'est pas suffisant. Il y a bien évidemment tout un ensemble d'éléments qui concourent à ce parcours de soins. Le pharmacien d'officine qui délivre les médicaments, le médecin lorsqu'il est présent qui est le prescripteur. Très souvent dans les cas de pathologie chronique, il y a le médecin spécialiste qui est un peu plus éloigné et qui très souvent est en secteur hospitalier. Comment est-ce qu'on fait en sorte que l'information circule entre l'ensemble de ces personnes et à plus forte raison lorsqu'il y a des difficultés sociales vécues par la personne soignée, ce sont tout autant d'éléments qui viennent fragiliser la capacité de la personne à avoir des soins qui soient parfaitement adaptés. Et donc, il faut toujours qu'il y ait des acteurs qui interviennent. Et sur l'ensemble des éléments que j'ai pu vous citer, vous avez toujours des acteurs qui peuvent intervenir pour activer l'ensemble de ces leviers. Mais justement, l'infirmier, lui, parce qu'il est une des dernières professions et être au plus proche du patient dans son environnement, il a ce rôle très essentiel d'alerte, de vigie et de remontée d'informations. Et cela se fait d'autant mieux s'il a une très bonne connaissance de ce que c'est que l'environnement de soins autour de ce patient. Et qu'est-ce qui fait que la santé aujourd'hui est un levier fort pour agir concrètement sur un territoire? Nous sommes dans une période qui est difficile en France. Difficile également parce qu'il y a une forme de diminution, d'affaiblissement économique général qui impacte les gens nécessairement, avec un taux de chômage qui grandit. Il faut savoir qu'Ivry-Courcouronnes, par exemple, très belle ville, mais qui est une ville dont la population est assez hétéroclite quelque part. Vous avez des secteurs qui sont plutôt résidentiels, avec une population cadre supérieure, et vous avez des secteurs qui sont
ce qu'on appelle des QPV, avec une population un peu plus fragilisée sur le plan social. On sait qu'il y a également une fragmentation des structures familiales, avec de plus en plus de familles monoparentales, avec des enfants et des enfants qui sont jeunes, avec une nécessité d'un accompagnement et d'une vigilance beaucoup plus importante. Et ce, d'autant plus que la proportion et la part de l'offre de soins dans les territoires est en train de diminuer, c'est-à-dire qu'il y a de moins en moins d'offres et de moins en moins de médecins. Qui dit moins de médecins dit une capacité à avoir à la fois de la prévention et un suivi bien moindre, dans un contexte où on a affaire à de la sédentarité, des problématiques notamment sur le plan alimentaire, parfois également des éléments qui sont difficiles sur le plan psychique et parfois des conduites addictives, et qui font que nécessairement s'intéresser à la santé, c'est s'intéresser finalement à tout un ensemble de facteurs qui concourent au bien-être de la personne dans son territoire, qu'il soit sur le plan physique, sur le plan sanitaire, que ce soit son bien-être mental, l'aspect éducationnel et parfois également l'aspect environnemental, qui est un élément extrêmement important aujourd'hui. Et alors, vous décidez de créer la maison de santé. Alors, vous avez dit tout à l'heure que vous n'aviez enfin, vous n'avez pas de connaissances sur la prise en charge libérale. Quelle idée vous est venue de créer une maison de santé? Est-ce que vous avez des leviers? Est-ce que vous aviez des connaissances? Ou est-ce que vous avez vu un problème, vous vous êtes dit, peut-être que la création d'une maison de santé peut être une solution pour la population d'Évry-Courcouronnes. Et à ce moment-là, grâce à cette maison de santé, vous pouvez répondre aux besoins, les problématiques des médecins, notamment. Ça peut être une solution, les maisons de santé. Est-ce que ces réflexions, c'est ce qui vous vient à l'esprit à ce moment-là? C'était un concours de beaucoup de réflexions à la fois. En premier lieu, parce qu'en tant qu'infirmier, au quotidien, j'avais affaire à des difficultés pour les patients pour lesquels j'avais de plus en plus de difficultés à pouvoir répondre à leurs besoins. Euh, des médecins disponibles, mais peu disponibles, avec des capacités de délai de réponse de plus en plus allongées. Un secteur hospitalier toujours un peu plus lointain en fonction de la surcharge de travail qu'eux-mêmes avaient, des patients dans des situations sociales difficiles et qui avaient eux-mêmes beaucoup moins la capacité de pouvoir gérer leur propre santé, pour lesquels il y avait de véritables ruptures de chance dans le parcours. Parallèlement à ça, sur le territoire d'Evry, et je le savais, il y avait une baisse de l'offre en santé et notamment de disponibilité des médecins, parce qu'à l'époque, lorsque j'ai exercé, on savait que la moitié au moins des médecins étaient âgés de 55 ans à plus, ce qui laissait sous à peine 10 ans entrevoir une véritable effondrement de l'offre dans les territoires. Et comme je le disais en amont tout à l'heure, très rapidement, je me suis rapproché des différentes structures qui travaillaient dans cette fameuse coordination des parcours du patient. Et donc, notamment par le biais du contact que j'avais avec l'association SPES et de sa directrice, Madame Élien, à l'époque, et des échanges que nous avions, il est apparu que l'existence potentielle des maisons de santé dans les territoires pouvait être une chance d'amortir, entre guillemets, l'effondrement de l'offre qu'il allait y avoir et d'améliorer les conditions d'une meilleure coordination. À l'époque également, les maisons de santé étaient parfaitement marginales sur le plan national, parce que sur le plan réglementaire, les cadres existaient mais étaient encore balbutiants. Et nous avions quelques exemples qui étaient existants un peu éloignés en région, et notamment à proximité en Essonne. Et donc, je m'en suis rapproché très tôt, et après avoir fait le tour un peu des informations, j'ai décidé, avec le bagou de la jeunesse et la fougue que j'avais à l'époque, de dire qu'on allait porter ce projet avec les quelques collègues qui étaient présents. Alors, la maison de santé Pierre et Marie Curie, c'est pas un pôle, c'est un, deux, trois pôles avec des médecins, des ostéopathes, des infirmiers, d'autres professionnels encore. Est-ce qu'aujourd'hui, vous vous rendez compte de l'impact euh, de la maison de santé Pierre et Marie Curie à Évry-Courcouronnes peut avoir sur une population comme Évry? Et je pense même que ça peut aller bien au-delà. Vous avez d'autres populations qui peuvent venir directement dans la maison de santé. Est-ce qu'aujourd'hui, vous sentez vraiment l'impact de ce que vous avez fait sur le territoire?
Déjà, ce n'est pas un travail qui est personnel, unique, mais collectif. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, lorsque le projet a été débuté, il a été débuté avec plusieurs collègues qui ne sont plus là aujourd'hui, mais très rapidement, ils ont été remplacés par d'autres. Et donc, ça a toujours été un travail collectif et d'équipe qui a donné ce que nous voyons aujourd'hui. Effectivement, oui, il y a un impact. Il faut savoir aujourd'hui, d'après une dernière enquête URPS Médecins portée par l'agglomération Grand Paris Sud, sur les communes de Lys, Bondoufle et Évry-Courcouronnes, il y a actuellement 42 médecins généralistes. Il existe 3 maisons de santé pluriprofessionnelles sur la commune d'Évry-Courcouronnes. Avec la totalité de ces 3 maisons de santé pluriprofessionnelles, nous avons à peu près une vingtaine de médecins généralistes sur la commune, et donc une bonne moitié qui sont à l'intérieur de ces structures d'exercice collectif. Quand même. Également, en termes de chiffres, sur l'entièreté de la maison de santé, parce que l'assurance maladie nous fait des rapports chaque année. On a une file active d'environ 17 000 à 18 000 usagers qui viennent se faire soigner à l'intérieur de cette structure. À la fois des habitants d'Évry-Courcouronnes, mais pas que, des communes alentours, et qui vont jusqu'au département limitrophe, à celui de l'Essonne, qui, par manque de recours et des disponibilités de médecins, viennent chercher la ressource là où elle est. Et donc, c'est un impact populationnel, mais également, je le vois pour la population qui est située dans le quartier des Pyramides. En fait, c'est un bien précieux parce que c'est une ressource de santé immédiatement mobilisable à proximité de chez eux, ou lorsqu'ils ont un besoin en santé, quel qu'il soit, pour un médecin, pour un infirmier, pour une sage-femme, ils peuvent venir trouver de la ressource rapidement, mais également au-delà de ça, parfois du conseil, de l'orientation simplement, parce que là où il y a des professionnels encore disponibles, il y a également tout ce champ de conseil, d'orientation qui manque aujourd'hui avec la diminution de la structuration de l'offre dans les territoires. Et est-ce que l'infirmier qui débutait son poste de libéral pouvait un jour s'imaginer qu'il aurait 3 maisons de santé? Pas du tout. Pas du tout? Pas du tout. Et c'est là, c'est ce que j'appelle parfois la beauté de l'imprévu dans la vie. Les chemins ne sont jamais parfaitement tracés, lisibles, et ça serait trop simple si tel était le cas. Et quelque part, la corollaire inverse, c'est qu'il faut également savoir faire confiance justement à la vie, de ce qu'elle peut apporter, de surprises et de choses extrêmement positives. Lorsque je quittais l'hôpital, il n'y avait rien qui pouvait me laisser déterminer ce parcours et l'existence de cette structure. Mais aujourd'hui, avec le recul, je me dis quelque part, bien heureux la décision qui a été que de quitter l'hôpital et de venir poser mes bagages en ville, parce que quelque part, par effet tache d'huile ou par porosité ou par capillarité, il s'ensuit que ça a pu permettre la structuration et l'assise sur le territoire de beaucoup d'autres professionnels de santé qui se sont structurés et qui à terme permettent de contribuer au bien-être de la population en apportant du soin, de l'organisation. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui se perpétue dans le territoire, et j'en suis bien heureux. Alors, vous avez parlé tout à l'heure, avant d'en venir à la CPTS Centre-Essonne, Mhm. vous avez parlé de l'association Space. Est-ce que vous pouvez nous rappeler qu'est-ce que cette association et quelles sont ses missions? L'association SPES était anciennement un réseau de santé qui avait une valence en soins palliatifs et en accès aux soins. Il existait à l'époque sur le département de l'Essonne plusieurs réseaux monothématiques concernant la gérontologie, l'accès aux soins, les soins palliatifs, les maladies neurodégénératives. Ensuite, à la faveur des évolutions réglementaires, il y a eu une fusion de ces réseaux de santé sur le plan départemental pour donner les réseaux de santé plurithématiques. Et donc, il y en avait 2 à l'échelle du département, une au nord et une au sud. Et ensuite, avec les évolutions notamment de la loi Ma Santé 2022, les réseaux de santé plurithématiques sont devenus ce qu'on appelle des dispositifs d'appui à la coordination. Elle portait plusieurs spécialités, accès aux soins, gérontologie, soins palliatifs notamment, et le tout était fusionné dans un dispositif global qu'on appelle le dispositif d'appui à la coordination, qui ont une vocation simple, qui est d'apporter l'expertise au parcours de santé de l'usager lorsqu'il y a besoin. Et donc, ce sont des structures qui se mettent à disposition des médecins et également des infirmiers ou de tout autre soignant
autour d'un parcours de santé complexe de l'usager, lorsqu'il s'agit à la fois de faire de l'information et de l'orientation, lorsqu'il y a besoin de recourir à une ressource en coordination. D'accord. On sait que l'environnement de la santé est un environnement extrêmement complexe et donc les DAC sont là pour faire cette espèce de carte GPS pour permettre à tout professionnel, lorsqu'il en a besoin, de pouvoir se retrouver. Mais au-delà de ça, elles peuvent également orienter vers la bonne ressource au bon moment et ce sont également des réseaux dépositaires de ce qu'on appelle l'expertise, c'est-à-dire que lorsqu'il y a un besoin d'expertise spécifique dans une des spécialités mentionnées, elles disposent en son sein de coordonnateurs de parcours portant chacun des spécialités qui sont en capacité de venir se déplacer au sein du domicile de l'usager lorsqu'il y a besoin pour de visites à domicile et pour pouvoir apporter de l'information, de l'orientation et des recommandations dans le cadre de la prise en charge du patient en situation de santé complexe. Et dans cette association, vous êtes vice-président. Quelles sont vos missions aujourd'hui dans l'association Space? Alors, je suis dans l'association SPES quasiment depuis aussi longtemps que je suis arrivé dans les territoires. Et donc, en tant que membre du conseil d'administration et vice-président aujourd'hui, j'ai été quelque part présent dans l'ensemble de ces évolutions. D'accord. Depuis à la fois sa situation de réseau de santé monothématique jusqu'à la fusion des réseaux de santé pour porter plusieurs spécialités. Et donc, ça a été des évolutions à la fois sur le plan des ressources humaines avec nécessité de recrutement, de formation et également de construction de la lisibilité de l'offre de services de la structure SPES à destination des professionnels de santé sur le territoire, mais également lors de l'évolution vers la situation de DAC actuelle, dans le déploiement de l'ensemble de ces missions, il y a eu beaucoup de travaux qui ont été menés. Et donc, dans l'ensemble des travaux, notamment par rapport à la fois à la lisibilité du dispositif et à donner à savoir finalement ce que c'est que l'offre de services de l'association SPES à destination des professionnels de santé. Il y a tout un travail important de relais de l'information à faire sur le territoire, mais également tout un travail d'animation territoriale, notamment dans son travail d'animation territoriale sur à la fois la lisibilité des parcours et la construction de parcours. L'association SPES est un regroupement à la fois de divers acteurs qui permet de mettre en place tout ce travail et de mailler le territoire à cet effet. Parlons maintenant de la CPTS Centre-Essonne, parce que du coup, vous êtes à l'origine de la création de la CPTS. Comment ça se fait? Comment ça se crée? Par quel mécanisme vous vous dites il faut qu'aujourd'hui on crée une CPTS sur le territoire? Alors, je ne sais pas exactement si les territoires étaient déjà définis ou on vous a demandé de prendre ces territoires-là. Enfin, comment vous avez construit cette structure? En fait, il faut savoir que la mobilisation et l'activité territoriale qui a donné lieu à l'existence de la CPT Centre-Essonne est une mobilisation territoriale très ancienne qui a débuté en 2014-2015 sur la commune d'Évry, lorsque, avec plusieurs collègues professionnels de santé, nous nous sommes dit qu'il serait intéressant de monter une maison de santé sur le territoire. Mais une fois qu'on a dit ça, on ne mesurait absolument pas du tout à la fois ni les freins existants, ni tout le travail de mobilisation et d'interconnaissance qu'il allait falloir mener. Donc très rapidement, nous avons constitué une association à l'époque qui s'appelait APES, Association pluriprofessionnelle Évry Santé, qui a regroupé plus d'une centaine de professionnels de santé à l'époque, avec à la fois la participation du centre hospitalier sud-francilien, du Click-Cœur Essonne, de l'association SPES notamment, avec lequel nous avons eu à discuter pendant plusieurs années. À la fois pour un partage de constats sur les difficultés qui étaient rencontrées et également essayer de converger sur une vision des solutions qui auraient pu apparaître. Et donc, tout ce travail était extrêmement important parce que pendant plusieurs années, nous avons appris à nous connaître, à connaître quelles sont les missions des structures respectives, quels sont les champs de complémentarité potentiels. Il faut savoir également qu'en 2015-2016, nous avions affaire à une évolution de loi avec la loi de modernisation du système de santé qui était portée par Marisol Touraine, qui commençait à définir à peu près un embryon de ce qu'allaient devenir les CPTS et les DAC à terme. Et tout ça a été véritablement assis par la loi Ma Santé 2022, qui a donné le cadre parfait de ce que seraient les maisons de santé, les CPTS et également les DAC. Et donc,
En 2019, lorsque les cadres allaient être parfaitement établis, avec un travail mené avec l'Agence régionale de santé, il a été déterminé de la création des CPTS. Et très rapidement, parce que l'environnement de l'Essonne était un environnement foisonnant de propositions, d'emblée, quasiment, il a été décidé de la création de 13 CPTS. Et donc, sur le territoire de l'Essonne, la CPTS Centre-Essonne était la première labellisée parce qu'elle répond à une dynamique territoriale qui était beaucoup plus ancienne. Et lorsqu'elle a été créée, dans sa gouvernance, immédiatement, elle a embarqué l'ensemble des acteurs que j'ai pu citer en préambule, à la fois les établissements hospitaliers, publics comme privés, mais également les dispositifs d'appui à la coordination que sont les CLIC et l'association SPES, mais également énormément de professionnels de santé. Et très rapidement, passé 2019, lorsque l'association CPT Centre-Essonne a été créée, nous avons essuyé la crise Covid avec à la fois un confinement immédiatement et la nécessité d'une réponse territoriale et qui a vraiment constitué le terrain de déploiement des CPTS parce qu'elles se sentent mobilisées, la CPTS Centre-Essonne s'est mobilisée avec le concours à la fois des communes et notamment de la commune d'Evry, celle de Grigny, de Ris-Orangis et énormément de professionnels de santé pour faire front face à cette crise massive que nous avons tous rencontrée sur le territoire national. Alors, vous travaillez aujourd'hui avec l'ARS, la CEPAM et d'autres institutions. En quoi le fait de croiser les regards entre les professionnels, les acteurs locaux, les institutions, permet-il de faire émerger les réponses plus adaptées à une population? Nous sommes dans un contexte où l'environnement de la santé à la fois connaît des crises, mais est aussi en profonde mutation. Connaît des crises parce qu'il y a une tension extrême en fait qui repose sur le système. Vieillissement de la population, un allongement de la durée de vie des personnes à la fois en bonne santé mais également en situation de pathologie, une pression économique sur le système qui est assez importante. Et parallèlement à ça, nous avons affaire à une diminution de l'offre de santé sur le territoire, avec une baisse du nombre de professionnels de santé et dans des médecins, avec une inégalité de répartition des médecins sur le territoire qui est assez importante. Et donc, face à ça, il y a une nécessité, en fait, de réinventer le système. Et la réinvention du système ne se fait nécessairement qu'avec la participation de tous, à la fois nos tutelles, l'Agence régionale de santé, l'assurance maladie, qui a des grandes lignes, des cadres, des orientations de politique de santé publique qui sont proposées, mais il y a à la fois cette rencontre nécessaire avec les professionnels de santé du terrain, à la fois parce que ce sont eux qui sont dans le faire, ils sont les maillons essentiels et donc nous devons les embarquer pour construire tout cadre qui est répondant à leurs conditions d'exercice avec eux et pour eux au bénéfice de la population sur les territoires, mais également parce que, on l'a compris, derrière le principe préexistant à l'existence des CPTS, c'est que la notion de territorialité, elle est extrêmement importante. Un territoire rural n'a rien à voir avec un territoire parfaitement urbain, et encore moins parfois avec un territoire semi-urbain, encore moins lorsqu'on est dans une zone qui est une QPV, un quartier politique de la ville, versus une zone où la population est plutôt aisée. Les caractéristiques population ne sont pas les mêmes, et donc le rapport à la population, la connaissance de ses besoins n'est pas la même, et les professionnels qui sont dans les territoires ont cette connaissance fine, et nécessairement toute politique publique doit pouvoir s'adapter au tamis finalement de l'existence de ces professionnels de santé, de manière à ce qu'ils puissent épouser des cadres qui répondent le mieux aux bénéfices de la population pour améliorer le parcours de santé. Le fait de travailler à la CPTS Centre-Essonne, ça vous permet et euh, d'avoir une maison de santé pluriprofessionnelle, d'avoir aussi un ancrage avec le DAC. Ça vous permet finalement de voir la santé de la population. euh, et selon vous, aujourd'hui, sur un territoire comme Évry-Courcouronnes, quels sont aujourd'hui les principaux enjeux que vous observez en termes de santé? Il y a beaucoup de choses.
à la fois sur l'aspect populationnel. Comme je le dis, nous sommes dans un environnement aujourd'hui qui est en mutation et en évolution, avec une difficulté économique à laquelle tout le monde fait face, et notamment la population, et notamment sur Évry-Courcouronnes. Quand on regarde les indicateurs des différents observatoires en santé, on voit que le focus fait sur la ville d'Évry-Courcouronnes, comme dans toutes les zones où il y a des quartiers politiques de la ville, montre qu'il y a une fragilité de la population avec des indicateurs à la fois liés aux pathologies cardiovasculaires, aux prévalences de pathologies cancéreuses, liées à des conduites à risque, notamment liées au tabagisme, etc., sont beaucoup plus importants que par ailleurs. Et donc, il y a une nécessité de prêter une attention beaucoup plus forte. Et ce, d'autant plus qu'on est dans un contexte où à la fois il y a une difficulté économique, une fragmentation des structures familiales, et sur la commune d'Évry-Courcouronnes, par exemple, la part des foyers monoparentaux est extrêmement importante, avec une population jeune, et quand on sait qu'il y a parfois des difficultés, lorsqu'il y a des difficultés, qu'elles soient du ressort du chômage, qu'elles soient économiques ou autres, le champ de la santé est très souvent celui qui est abandonné en premier lieu. Et parallèlement à ça, vous mettez en quinconce le fait qu'il y a une baisse de l'offre médicale dans les territoires, avec une inégalité de répartition et un médecin généraliste, par exemple, qui est le pivot du parcours de santé, qui est beaucoup moins disponible, avec des temps de consultation moins importants, et qui font que cette nécessité d'anticipation, de prévention, liée à la prise en compte de la situation de santé est finalement de moins en moins évidente en fonction de ce que la personne est également de moins en moins en capacité de pouvoir le gérer lui-même. Et donc, il y a tout un ensemble d'enjeux croisés. En premier lieu, l'enjeu de l'offre dans le territoire. Comment est-ce qu'on fait en sorte de maintenir le tissu de professionnels de santé qui est déjà en place, parce qu'on pense très souvent au principe d'attirer de nouveaux professionnels de santé, mais il y a une très grande attention à porter à ceux qui sont déjà en place, qui vivent des situations d'exercice qui sont difficiles et qui parfois, on le sait, il y a des raccrochages d'activités précoces, anticipés, qui n'ont parfois pu être identifiés immédiatement par mal-être, malaise, mal-vivre quelque part du professionnel de santé et du médecin, notamment sur ce territoire. Et donc, il faut mettre en place un ensemble de ressources pour pouvoir pallier et limiter à ça. À la fois, autre chose également, comment est-ce qu'on fait en sorte d'attirer de nouveaux professionnels de santé dans les territoires, tout en déployant de nouvelles structures. On sait qu'il y a une évolution culturelle chez les nouveaux professionnels et les médecins qui préfèrent des structures d'exercice regroupées où ils partagent à la fois des modes d'exercice avec leurs pairs, leurs collègues, plutôt que de se retrouver seuls en cabinet comme ils le faisaient avant. On sait également qu'aujourd'hui, pour un médecin qui part à la retraite, par exemple, il faut souvent 2 à 3 médecins pour remplacer celui-ci. Parce que les jeunes, effectivement, veulent profiter un peu du cadre de leur vie, ne pas passer leur temps uniquement qu'au travail, et également très souvent ils ont des activités un peu diversifiées. Et donc il y a toute une stratégie à construire autour de ça. Et ensuite, tout l'élément lié à la prévention. Soigner, c'est bien. Anticiper, c'est mieux. Surtout quand on a affaire à une population qui est jeune, et on le sait qu'il y a, depuis la crise Covid, une fragilité de la santé mentale chez les jeunes, avec des conduites à risque notamment, pour lequel il est nécessaire de construire tout un maillage et tout un réseau d'anticipation et de prévention au contact pour pouvoir anticiper les choses. L'identification également des difficultés liées au dépistage, qu'il appartient toujours de déployer beaucoup plus dans les territoires afin d'identifier à la fois les besoins qu'il peut y avoir chez les populations, de pouvoir les cibler et accompagner au mieux. Et au-delà de ça, comment créer les conditions d'attractivité sur le territoire pour en faire en sorte à la fois que les structures y viennent et que les professionnels à la fois y restent et puissent y venir. Et tout ça nécessite la construction d'une stratégie nécessairement qui doit être pensée à partir de maintenant. Et on le sait, les communes n'ont pas cette compétence en santé aujourd'hui. Mais paradoxalement, lorsqu'on a l'ensemble de la population, on sait que le principe de la santé très souvent est le premier besoin identifié ou parfois arrive immédiatement en seconde position. Et ça dit quelque chose. Ça dit aujourd'hui qu'on est dans une situation telle qu'il faut à la fois que les professionnels, les politiques à l'intérieur des communes, aux côtés des tutelles que sont l'Agence régionale de santé, l'assurance maladie, mais également le conseil départemental qui est un acteur important, puissent s'engager de concert pour pouvoir penser des stratégies de manière à prendre en compte l'ensemble des champs que j'ai pu citer jusqu'à maintenant, aux côtés bien évidemment des acteurs importants dans les territoires que sont les CPTS. Et
il y a un élément euh, que je n'avais pas conscience et que je n'avais pas connaissance aussi, c'est sur les rôles, enfin le rôle, enfin les rôles que peut avoir la municipalité sur la santé d'un territoire. Aujourd'hui, on vous voit sur les réseaux sociaux, euh, de par ce que vous faites avec la CPTS, avec la maison de santé, euh, faire des événements sur le territoire. On vous voit faire des événements de prévention. On vous voit faire des événements avec les professionnels. On vous voit faire d'autres actions sur le territoire. Euh, Est-ce qu'aujourd'hui la mairie vous accompagne? Est-ce que l'ARS vous accompagne? Est-ce que les institutions vous accompagnent, dont notamment la CEPAM? Est-ce que vous sentez vraiment, lorsque vous faites vos actions, vous êtes soutenu et vous êtes accompagné? Et c'est ce qui vous permet en fait de mettre un certain nombre de choses à disposition pour la population d'Evry. Complètement oui. Complètement oui, parce que il ne faut pas oublier que maisons de santé pluriprofessionnelles, communautés professionnelles territoriales de santé sont des structures qui sont accompagnées par les pouvoirs publics et avec des fonds publics. Elles sont financées par le biais d'un contrat qui est établi avec l'Agence régionale de santé et l'assurance maladie autour de plusieurs missions. Mission 1, favoriser l'accès aux soins à la population sur le territoire, favoriser l'amélioration des parcours, déployer une couverture meilleure de la prévention pour la population sur le territoire, être en capacité de penser une stratégie pour répondre à toute survenue de crise sanitaire grave et améliorer la qualité et la pertinence des soins sur le territoire. Et donc, nécessairement, pour déployer l'ensemble de ces sujets, l'assurance maladie et l'Agence régionale de santé sont des partenaires extrêmement importants, qui sont à la fois dans la réflexion sur l'ingénierie, la construction des cadres et qui sont également des facilitateurs pour pouvoir à la fois accéder aux professionnels de santé, identifier les ressources nécessaires, obtenir les informations pour pouvoir agir. Les professionnels de santé sont également des éléments importants parce que dans le faire, nous ne pouvons rien faire sans eux directement. Et les communes, extrêmement importants, à la fois parce que lorsqu'on veut déployer toute mission sur un territoire, il faut avoir affaire aux collectivités territoriales qui sont des facilitateurs pour de la mise à disposition à la fois de locaux et de moyens pour que les actions puissent se faire au mieux. Mais au-delà de ça, très souvent, et notamment dans des structures, des villes comme Évry-Courcouronnes, les communes ont une très bonne connaissance et assez fine de la population sur les territoires, à la fois des relais, parfois dans les quartiers, comment identifier et atteindre tel ou tel champ de la population entre les secteurs où les femmes peuvent être touchées, où certains hommes notamment, où les jeunes également peuvent être approchés. Les communes sont d'extrêmes facilitateurs là-dessus. Et au-delà de ça, les communes également interviennent sur ce champ, notamment lorsqu'elles sont dotées de contrats locaux de santé, où à l'intérieur de ces éléments, elles peuvent penser des stratégies autour de la santé mentale, de la prévention, des sujets comme l'alimentation, de l'éducation, etc. Et également des stratégies par rapport au déploiement de l'offre de soins sur le territoire. Parce que quand on parle de l'offre de soins, aujourd'hui, un médecin qui veut s'installer sur un territoire, il va simplement rechercher une offre disponible, un cabinet, s'il le trouve, il s'installera. Mais il faudra qu'à un moment donné, qu'il y ait au rendez-vous un certain nombre d'acteurs qui puissent penser une stratégie de déploiement de structures dans les territoires, parce qu'on sait aujourd'hui que lorsque des médecins sont désireux de s'installer, lorsqu'ils trouvent une solution, ils s'installeront. Et donc, il y a une nécessité d'une réflexion collective, à la fois avec les professionnels de santé pour voir s'ils sont satisfaits de leur mode d'exercice actuellement, de leurs conditions, s'ils ne rencontrent pas de difficultés, et à voir maintenant comment est-ce que l'ensemble des acteurs que j'ai pu vous citer avec l'accompagnement des communes peuvent mettre les éléments à disposition, soit pour des évolutions de mode d'exercice, soit pour améliorer le cadre d'exercice lorsqu'ils sont dans des cabinets parfois un peu vieillissants, ou alors pour penser de stratégies de déploiement à la fois de nouvelles structures pour pouvoir créer de l'attractivité à la fois pour que des internes, par exemple, puissent venir, des docteurs juniors puissent intervenir dans les territoires, ou tout autre nouveau professionnel puisse converger. Et au-delà de ça, quel regard du coup porter sur l'avenir de l'organisation territoriale de santé? Justement, l'ensemble des éléments que j'ai pu vous citer aujourd'hui. Euh, Nous sommes dans une situation où les besoins seront de plus en plus importants,
avec des ressources de plus en plus limitées. Et donc, nous sommes tous astreints à un devoir d'exigence et d'amélioration de la qualité de notre présence dans les territoires et des soins que nous effectuons. Et donc, il y a une nécessité de mutation du soin dans les territoires qui ne pourra plus uniquement être dans l'acte qui est prodigué auprès d'un usager, mais qui doit être pensé en termes de parcours à un moment donné. Prenons une personne porteur de pathologie, exemple chronique comme une personne diabétique, à la fois il y a l'acte de le soigner, mais il y a toute la notion de réflexion pensée par rapport à la non-dégradation de sa situation de santé, à une moindre détérioration à la fois de sa situation sanitaire liée effectivement à l'impact de sa pathologie à la fois sur le système vasculaire, neurologique, etc. Et également toute une notion de prévention extrêmement importante parce qu'on sait également que c'est par ce moyen-là à la fois qu'on peut préserver la santé de l'usager, mais également faire en sorte d'amoindrir le coût à terme pour le système de santé. Et donc il y a toute une réflexion d'amélioration des conditions et d'ingénierie à faire de concert avec les nouvelles structures présentes dans les territoires que sont les maisons de santé, les CPTS, mais également les professionnels de santé eux-mêmes pour pouvoir être capables d'adaptation, d'ingénierie pour créer de nouveaux cadres et aller les éprouver sur le territoire pour en voir parfaitement l'efficience et en avoir une évaluation adaptée avec les tutelles de droit. Lorsqu'on vous entend parler, on sent que la santé à Évry et dans les communes que vous êtes en charge sur le territoire vous touche personnellement. Est-ce que vous êtes touché chaque jour lorsque vous mettez en place des actions sur le territoire? Est-ce que vous avez le sentiment de faire quelque chose d'utile? Parce que sur le territoire, comme vous l'avez dit tout à l'heure, il y a des personnes âgées, il y a des jeunes, il y a d'autres personnes qui ont des pathologies chroniques. Et tout ce que vous faites aujourd'hui, c'est pour répondre à un besoin, donc comme vous avez dit, euh, à ces différentes problématiques. Est-ce que lorsque vous faites ces actions, vous avez vraiment le sentiment de faire quelque chose de bien et surtout, est-ce que humainement, vous avez aussi le sentiment de vous retrouver? Oui, 3 fois oui, je dirais. Déjà parce que, je le dis toujours, j'ai été adopté par la ville d'Évry-Courcouronnes. Quelque part, je vous parlais en préambule de mon parcours. Évry-Courcouronnes est le territoire où j'ai passé le plus de temps au décours de mon existence, ayant beaucoup bougé. 15 ans aujourd'hui, c'est une bonne part de ma vie. Et donc, j'y ai posé mes bagages. J'ai créé beaucoup de relations humaines, d'amitié et de connaissances. J'y travaille en tant qu'infirmier depuis pas mal de temps. Et donc, j'ai eu à accompagner à la fois des personnes, à la fois des familles. Et j'ai vu l'impact, quelque part, que peut avoir ces fameuses ruptures dans le parcours de santé, impact négatif, parce qu'on accompagne les gens à la fois dans des situations sanitaires simples, jusqu'à parfois aux extrémités de la vie, jusqu'au décès. Et donc, je comprends parfaitement l'impact que ça a. Et également parce que je côtoie tout ce voisinage, notamment autour de la maison de santé depuis pas mal de temps, et ben je vois en fait au décours de l'installation d'un médecin, de 2 médecins, de 3, ceux qui n'avaient pas de médecin initialement et qui arrivent à trouver une réponse aujourd'hui et qui se font soigner et en sont satisfaits, ceux pour qui il y avait de véritables inquiétudes par rapport à des situations sociales, sanitaires, et qui, au décours de la patience des médecins et notamment d'autres professionnels qui sont présents, arrivent à être accompagnés et le rendent quelque part aujourd'hui. Et au-delà de ça, par l'action de la CPTS, nous sommes dans une action beaucoup plus distante, un peu transparente pour le moment pour le patient, mais je pense que ça, ce sont des éléments qui vont devoir être changés parce qu'il y aura une nécessité à la fois pour l'usager d'être en capacité de lire le système de santé au moins local autour de lui et de pouvoir solliciter les bons leviers lorsqu'il a besoin de quelque chose au bon moment. Et donc, par le biais de l'ensemble de ces actions qui sont menées, on le voit quelque part, hein, une population qui est satisfaite quelque part et qui le dit et qui le rend bien. Parce qu'on est quand même dans un moment où les gens sont très inquiets. Inquiets du lendemain, inquiets de leur devenir, inquiets presque aujourd'hui de leur quotidien. Et avoir des acteurs qui sont présents, qui écoutent, qui orientent,
qui accompagne, quelque part, ça n'a pas de prix parce que ça répond à une nécessité et à un besoin parfaitement simple qui est le besoin humain de l'écoute, de l'accompagnement, de l'orientation et surtout lorsque il y a des éléments qui touchent à ce que l'on a de plus précieux et quelque part de plus fragile qui est celui de la santé. Et donc, naturellement, oui, au quotidien, j'en vois les retours, je le perçois et quelque part d'une manière beaucoup plus distanciée. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que lorsqu'on s'engage sur ce chemin de travail autour de l'organisation, de l'amélioration des conditions de parcours et d'attractivité du territoire pour que de nouveaux professionnels puissent se poser et travailler dans des structures, quelque part, par quelques actions initiées à un endroit, et par capillarité, par rayonnement finalement, ça se perpétue et ça se répercute en fonction des autres professionnels qui s'en saisissent. Et quelque part, c'est un élan qui est envoyé et qui ne s'arrête pas tant qu'il y aura toujours des relais au rendez-vous pour pouvoir perpétuer ce qui a été initié par certains, même si ceux-là, à un moment donné, ne sont plus là. L'essentiel, c'est que la démarche puisse se poursuivre au bénéfice toujours de la population. Très bien. Monsieur Bongo, félicitations pour tout ce que vous faites sur le territoire. Merci. Je pense qu'il faut énormément de courage, énormément de persévérance. Et grâce à ça, vous répondez vraiment à un besoin de santé sur le territoire d'Ivry-Courcouronnes et sur les territoires alentours. Donc vraiment, merci beaucoup pour tout ce que vous faites, Monsieur Bongo. On arrive à la fin de cette interview. J'aimerais vous poser une dernière question. C'est pour tous les jeunes euh, qui souhaitent avoir des informations sur la santé. On pense notamment aux jeunes filles, aux jeunes hommes qui aujourd'hui sont confrontés à d'autres problématiques liées à la santé. On pense notamment au protoxyde d'azote, hein, qui est une problématique majeure en ce moment. Je pense aussi aux personnes âgées. Je pense aussi aux jeunes adultes. Euh, Comment faire pour vous retrouver? Comment faire pour poser des questions sur les problématiques qu'ils peuvent rencontrer? Est-ce que vous avez des, pas des solutions à leur apporter, mais euh, des orientations à leur faire pour qu'aujourd'hui, lorsqu'ils ont un problème, qu'ils puissent directement avoir soit les contacts, soit les ressources nécessaires? À la fois, évidemment, à la fois sur le plan local, quartier des Pyramides, ou Évry-Courcouronnes tout court, au sein de la maison de santé Pierre et Marie Curie. Pôle 1, pôle 2, pôle 3, lorsqu'il y a besoin à la fois d'une ressource en santé, d'un médecin généraliste ou parfois d'autres éléments, il est tout à fait possible de venir simplement et de solliciter le secrétariat ou alors le numéro de téléphone se tape simplement en tapant maison de santé Pierre et Marie Curie sur Internet et on y a accès. Ensuite, par le biais de la CPT Centre-Essonne, nous sommes également là pour être une ressource sur le territoire. Lorsqu'une personne n'a pas de médecin, elle peut nous solliciter. Alors, nous n'en inventons absolument pas, mais travaillant de concert avec la plupart des médecins dans les territoires et notamment les nouveaux installés dans les structures d'exercice collectif, il y a toujours une possibilité jusqu'à maintenant de pouvoir accéder à une offre de soins lorsqu'il y en a besoin pour celui qui en a besoin, en tout cas dans les territoires. Le sujet des jeunes, vous avez raison, est un élément extrêmement important, dont celui du protoxyde d'azote aujourd'hui. On le sait, la crise Covid a laissé un impact assez profond chez toute la population, notamment chez la population des jeunes, avec une fragilité qui est là et qui n'est pas souvent bien identifiée et qui peut donner lieu à des conduites à risque qui impactent véritablement. Et on a vu croître vraiment à la faveur d'une faiblesse réglementaire quelque part, cette consommation accrue du protoxyde d'azote qui est vécue par les jeunes un peu de manière très légère, festif, comme si c'était quelque chose d'anodin. Et ce, d'autant plus que la vente est plus ou moins libre d'accès aujourd'hui, bien qu'elle soit interdite aux jeunes, aux mineurs. Pour autant, il y a des impacts qui sont extrêmement conséquents, avec des dangers sur le plan cardiovasculaire, des dangers létals, mortels, je dirais, également des atteintes neurologiques extrêmement importantes. Malheureusement, les quelques cas, il y en a beaucoup, d'impact neurologique avec des séquelles extrêmement importantes ne sont pas suffisamment communiqués et donc il y a des critères et des réseaux d'alerte mais pas suffisamment mobilisés pour le moment.
Au niveau de la CPT Centre-Essonne et sur la ville d'Évry-Courcouronnes et au-delà, c'est un sujet, en tout cas en 2026, sur lequel nous allons véritablement nous battre aujourd'hui. À la fois pour pouvoir diffuser une information claire auprès des jeunes à terme de prévention pour qu'ils comprennent à la fois les risques qu'ils encourent et les dangers qu'il peut y avoir par rapport à la consommation de ce produit qui n'a strictement rien à voir avec quelque chose d'anodin mais d'extrêmement dangereux. Il faut savoir aujourd'hui que c'était identifié comme étant la troisième substance la plus consommée, en tout cas sur le plan national, après l'alcool et après le tabac. C'est dire effectivement l'enjeu que ça a. Un enjeu également de formation et de sensibilisation, des relais dans les territoires, que ce soit au niveau de l'éducation nationale, des structures éducatives auprès des jeunes dans les territoires pour qu'ils soient en capacité de pouvoir donner une information contextualisée, mais également lorsqu'il y a repérage d'un jeune en difficulté face à ce produit, il ne s'agit pas que d'identifier, de dire, mais également d'orienter à la fois vers un médecin qui puisse donner des conseils, mais également vers des structures d'accompagnement qui puissent prendre en charge la difficulté très souvent psychologique qu'il peut y avoir, parce qu'il n'y a jamais simplement consommation de produits comme ça parce que tout va bien. Très souvent, ça répond au fait d'absoudre un mal-être psychique qu'il peut y avoir derrière, et donc des relais existent, et également des relais pour pouvoir tenter le sevrage et travailler au sevrage de ce produit. Et donc, nous sommes en train de mener un travail de concertation avec l'Agence régionale de santé, plusieurs structures hospitalières sur le territoire et dans la ville d'Évry-Courcouronnes, et dont les éléments devront normalement être communiqués d'ici 1 ou 2 mois grand maximum, le temps que les choses soient prêtes. Et c'est un véritable problème de santé publique, je dirais presque un fléau quelque part, qui nous appartient en tout cas de nous mobiliser dessus. Très bien. Euh, Nous avons terminé l'interview. Est-ce que vous avez d'autres informations à faire passer? Est-ce que il y a des éléments qu'on n'a peut-être pas abordés durant l'interview que vous voulez mettre en évidence, qui serait peut-être important d'aborder? Euh, Je pense qu'on a dit beaucoup de choses. Néanmoins, au-delà de l'ensemble des éléments qui ont été dits, et si jamais il y a des jeunes, et je pense, j'espère qu'il y en aura, qui suivent votre émission, ce que j'aimerais leur dire, c'est qu'il faut garder foi, tout simplement. Dans un environnement qui est un peu incertain actuellement, tout n'est pas défini à l'avance. De la ressource, il y a, et là où on pense peut-être qu'il y a un certain nombre de chances aujourd'hui qui sont en train de tomber et de ne plus voir le jour, il y a peut-être également derrière un renouvellement nécessaire qui est en train de s'opérer, et je pense qu'il y a quelque chose d'assez essentiel que les jeunes ne doivent pas perdre, c'est le foi à la fois en eux, mais également à leur propre parcours. Et je pense qu'il y a une difficulté assez essentielle aujourd'hui chez les jeunes, très souvent, c'est le sujet de leur devenir, quelque part. Qu'est-ce qu'ils feront de par leurs études? On sait que la plupart des études menées aujourd'hui ne donnent pas immédiatement lieu à un emploi selon les secteurs choisis. Et pour autant, il n'y a pas de désespoir à avoir, parce que parfois, lorsque l'environnement peut sembler un peu difficile et obscur comme ça, il y a toujours des relais autour de soi qui sont en capacité d'accompagner. Et j'invite l'ensemble des jeunes, finalement, à aller au contact des structures de santé, à aller rencontrer les professionnels de santé, discuter avec eux. Et si ça peut susciter des vocations, ça sera vraiment quelque chose de très heureux. Parce qu'on sait, les besoins en santé vont être de plus en plus importants. Nous avons besoin de ressources et donc de professionnels. Et quoi de mieux que de sensibiliser les jeunes dès le plus jeune âge. C'est un métier, en tout cas, lorsqu'on est soignant, qui est passionnant, qui donne du sens au quotidien et qui, pour ma part, j'en suis extrêmement heureux. Et donc, si nous pouvons transmettre quelque chose de ce quelque chose qui nous habite pour que ça puisse se perpétuer, nous aurons parfaitement à la fois rempli notre rôle auprès des usagers lorsqu'ils en ont besoin, mais également dans cette fameuse transmission pour que cela puisse se perpétuer, et ça sera qu'une bonne chose. Très bien. Merci beaucoup, Monsieur Merci. Bongo. À très vite sur Plan de la Santé. Avec plaisir. Merci. Au revoir. Merci, Elie.